Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur sert la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas passant cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi pour ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Avant de retrouver notre invité qui est déjà avec nous, découvrons une des quelques parutions dans les kiosques cette semaine et parvenue à la rédaction, n'est-ce pas, Laurette Bocor? Tout à fait, René. Nous commençons avec le numéro 17 de l'hebdomadaire de Lomati Sogbe, la nouvelle tribune qui revient sur le sujet de la fermeture de LCF et City FM par la HAC. Le groupe Sud Média a introduit un recours pour excès de pouvoir, indique le journal à sa page 4. Retour sur la gestion du bordereau électronique de suivi de cargaison au port de Lomé par la société Antassé. À la fin, s'interroge la nouvelle tribune qui parle de curieuses retrouvailles à Kara le week-end écoulé. Le vrai fonctionnement du BEPSEC a découvert à la page 3 du journal la nouvelle tribune qui informe que Evelyne Tal quitte le groupe EcoBank. L'article à la page 5 de l'hebdomadaire. Des Guardians parus hier parlent aussi de la fermeture du groupe Sud Média, communiqué relatif au retrait de fréquences à LCF et City FM. Les organisations de presse et de la société civile condamnent et appellent à des manifestations, page 7 du journal. Occupation illégale de propriété d'autrui à Agouenivé, le colonel Badi Papou foule au pied les décisions de justice et les lois de la République, écrit le journal à sa page 3. Le Radisson Blu au bord de l'implosion, licenciement en cascade, guerre des chefs, atmosphère délétère, mentionne l'hebdomadaire des Guardians. Enseignement catholique, un document du clergé qui cache une volonté d'interdire tout mouvement de grève aux enseignants. Interview de Ayawo Gwandou, secrétaire général de la FTBC. TV n'est plus le secrétaire général de la CSTT et ne peut plus faire quoi que ce soit au nom de la CSTT avec tout son bureau exécutif à lire à la page 6 du journal. Le Mania Libéré aussi aborde le sujet de la fermeture des organes du groupe Sud Média, la décision unilatérale de Pitang Tchala qui conduit un autre membre de la HAC à saisir la Cour suprême. Interview maître Dodia Pevon, président des FDR. En règle générale, aucune disposition légale n'oblige celui qui démissionne à le faire par écrit. Un extrait des propos que rapporte le journal, une réponse de Dodia Pevon au député Jean Kissi du CAL. Les syndicats de l'enseignement saluent la bonne foi du gouvernement, à en croire le journal Mania Libéré. À sa page de Togo Réveil de Germain Pouli s'intéresse aussi à la fermeture de LCF et City FM entre l'impardonnable négligence de Pascal Bodjona et la tardive rigueur de la HAC. Comment sauver la soixantaine d'emplois et redonner du plaisir aux téléspectateurs et auditeurs? Le journal Togo Réveil se demande. Et Laurette, ce ne sont pas que les radios et télévisions qui sont sous le coup de fermeture. Les auto-écoles non agréées aussi bientôt fermées. Oui René, forum de la semaine paru mardi annonce cette fermeture imminente des auto-écoles. Pascal Agbové de l'IJD saisit Fort Gnassingbé pour solliciter un moratoire de 2 à 3 ans. Le quotidien forum de la semaine de Dimas Dikodo de ce vendredi indique sécurité dans les environs de la nouvelle présidence. Descente musclée de la délégation de la préfecture du Golfe à Agoué-Massourouin.
L'Union pour la patrie écrit la réalité du mandat social pour compenser le déficit dû au tarif social en 2017. La subvention à Sotral a augmenté de 300%. Culture, le passé architectural colonial allemand au Togo en exposition au Goethe Institut. Sur la base de la situation sanitaire au Togo en 2015, les services d'hospitalisation fonctionnent à mi-limon ou à moitié, mentionne le journal de Eric Johnson. Et contrairement à l'Union pour la patrie sur le mandat social de Fort, la lanterne se demande, doit-on sacrifier ce mandat social sur l'autel de recrutement de faux diplômés et des incompétents, avec en image le logo de la société. Pourquoi la France a tué Kadhafi? La vraie cause, enfin, révélée, page 7 du journal La Lanterne. Le Canard indépendant dont les kiosques ce vendredi écrit lutte contre la corruption au Togo, l'administration, les impôts et la justice, 3 secteurs à prioriser, page 3 du journal. Interview exclusive du président des FDR, M. Dodi Apivon. C'est avec confiance que nous nous engagerons dans la course pour les élections locales et législatives, à lire à la page 5 du journal. Échange de courrier et rencontre Ashkroun CFO, à quel jeu joue à Wanana, et Jean-Pierre Fabre s'interroge, le Canard indépendant. Le perroquet de Germain Aévi également sur la question de la mise en œuvre des réformes politiques parle de diversion du pouvoir en place. Que peut-on attendre des consultations entamées par la fameuse commission de réflexion et de propositions sur les réformes, s'interroge l'hebdomadaire Le Perroquet. Golf Info paru lundi lance ses projecteurs sur Togo Télécom et Togo Cellulaire, un mariage à risque, estime le bi-hebdo Golf Info, qui ajoute Togo Gestion publique, promouvoir le mérite et la culture du résultat. Toujours avec le journal de l'économie Golf Info d'hier jeudi, Togo secteur des phosphates, la SMPT ou la difficulté à réformer un secteur, une interrogation que pose le journal. Et parlant de mauvaise gestion, le quotidien Liberté, le numéro 2373, paru hier jeudi, informe reconstruction du marché de Kara, plus de 2 milliards surfacturés dans le budget. Article à lire à la page 4 du journal. Le correcteur aussi avec nous dans ce sens écrit endettement vertigineux du Togo, l'indifférence révoltante des autorités togolaises face à l'hécatombe qui se profile à l'horizon. Le dialogue aussi avec nos titres retrait des engins dans les DSR du 6 au 11 février 2017. Le ministre Yark Damhan rassure les propriétaires sur le non-paiement des frais. Et puis l'actualité sportive vue par les journaux, le correcteur rend public une enquête de participation du Togo à la CAN Gabon 2017, contrat FTF équipementier Macron, une anarque, s'interroge le journal. 144 millions gaspillés pour le matériel, Fort très furieux a failli auditionner. Guy Lorenzo et Kossi Akbovi, indique le bi-hebdo de Olivier Glacpé. Toujours dans ce registre de la participation du Togo à la CAN Gabon 2017, la Nouvelle Tribune, elle haute, parle de 192 millions dépensés pour l'organisation. L'Indépendant Express pour sa part écrit FTF, première sortie, premier chèque, CAN 2017 avec Guy Akbovi. La gestion a changé, pire qu'en 2013 selon Carlos Ketou. C'est une déception, des surprises et révélations que rapporte dans le dossier CAN 2017 l'équipe sportive qui s'interroge sur la reprise des championnats D1 et D2. Et puis le Canard indépendant rend public le calendrier officiel du championnat national féminin saison 2016-2017. C'est ce qu'on peut lire dans les journaux parus cette semaine et dont quelques-uns sont parvenus à la rédaction. Laurette Bocor, merci. On se tourne vers notre invité pour le décryptage de l'actualité. Bonsoir Elomati Sobé, merci d'avoir répondu à notre invitation à ce numéro du Coin du DP, le canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité ayant marqué la semaine. Bonsoir René et bonsoir aux auditeurs de Radio Carré Jeune. Voilà, la Nouvelle Tribune est dans les kiosques depuis hier. Rappelez-nous les grandes lignes de votre parution. Bon, les grandes lignes de la parution d'hier jeudi, d'abord c'est l'affaire Antasser, une affaire sur laquelle nous sommes revenus dans notre parution. Il y a également le numéro 2 du groupe Ecobank qui quitte cette banque panafricaine. Je parlais de Madame Evelyn Tal avec tout ce qu'elle a comme bagage intellectuel, avec tout ce qu'elle a comme potentiel, et elle s'en va, elle a quitté le groupe Ecobank. Et également nous avons annoncé dans cette parution la création de Air Sahel, une compagnie aérienne commune à 5 pays d'Afrique qui n'ont pas une ouverture sur la mer. Et nous avons également parlé de l'affaire LCF City FM avec la hack.
Voilà, l'affaire City FM, LCF avec la HAC. Voilà le sujet d'effraie justement la chronique dans les journaux. La chaîne de télévision LCF et radio City FM du groupe Sud Média ont vu leur fréquence retirée en début de semaine par la HAC qui affirme ne pas avoir de dossier de ces organes. Et Lomati Soubé, et comment les responsables de cette chaîne de télé et de radio ont pu s'arranger pour s'installer et émettre sans de dossier requis pendant bientôt 10 ans. Bon, ça, je ne sais pas. Par contre, je pense qu'on pourrait retourner la question autrement. Comment est-ce que la HAC a pu quand même supporter une chaîne de télévision, une station radio pendant au moins 10 ans sans papiers légaux? Bon, c'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui dans ce jeu de ping-pong auquel se livrent et le groupe Sud Média et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ce qu'on note, c'est que depuis quelques mois déjà, cette affaire a pris une allure inquiétante, si bien que on n'a pas pu, dans une certaine mesure, essayer de régler le problème jusqu'à ce qu'on arrive à cette fermeture. Les organisations de presse les organisations de presse au Togo ont quand même essayé de jouer la médiation dans cette affaire, si bien que au niveau de LCF City FM qu'au niveau de la HAC, on a essayé de trouver un terrain d'entente dans un premier temps, mais par la suite on a été surpris de cette conférence de presse à laquelle on a annoncé cette fermeture du groupe Sud Média ou ce retrait des fréquences accordé à LCF et City FM au soir du 6 février 2017. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation où le groupe Sud Média porte plainte contre la HAC au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême, et on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais toujours est-il que il y a plusieurs interrogations. La HAC aujourd'hui qui a laissé deux médias émettre selon elle en toute illégalité, parce que quand vous revisitez les archives, vous constatez que la HAC octroie quand même l'aide de l'État à la presse, à ces médias. Vous constatez qu'au niveau de la couverture médiatique de certains événements, que ce soit au niveau de la présidence qu'au niveau de la primature et certains grands événements, vous voyez toujours LCF et City FM présents. Et donc on s'étonne aujourd'hui que la HAC dise que ces médias ne sont pas légaux et que ces médias n'ont déposé aucun dossier à la HAC depuis leur création. Voilà, les responsables de LCF et City FM, eux, disent avoir des documents et parlent d'acharnement. Et l'homme, que peut-on comprendre de ce feuilleton de la fermeture de ces deux organes de presse? Bon, ce que je retiens principalement, c'est le fait d'avoir envoyé des gens au chômage. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui relever, parce qu'on ne peut pas au même moment avoir des écoles de journalisme au Togo avec des spécialités de télévision et ne pas avoir de chaînes ou de télé sur lesquelles on peut travailler. On en a combien? On a combien de télévisions privées au Togo? On a combien de télévisions qui opèrent dans notre pays sur le plan privé? À part la télévision togolaise, on a TV2, on a TV7, on a Télésport et télévision qui s'appelle Zion. Donc ça fait à peu près 4 télévisions privées, mais c'est-à-dire que le flux d'étudiants qui arrivent sur le marché de l'emploi avec l'option la spécialité télévision, journalisme télé, ils opèrent où? C'est ça la question, parce que les chaînes de télévision privées qui existent aujourd'hui, est-ce que c'est des chaînes de télévision privées qui existent véritablement? C'est-à-dire que les gens se débrouillent, c'est des entreprises de presse, mais les gens se débrouillent. Bon, maintenant, réussir à envoyer des gens comme ça au chômage, ça c'est quand même quelque chose de difficile à supporter. Et pour ces gens qui sont aujourd'hui des pères de famille, et comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Et donc on appelle à la HAC à revoir sa position, conformément aux différentes réactions qu'il y a eu ces dernières heures au niveau de la capitale togolaise, au niveau de l'international aussi, où on a demandé au président de la HAC de revenir sur sa décision, et nous espérons que la sagesse va prévaloir dans ce dossier et qui ressemble beaucoup plus à quelque chose qui ne dit pas son nom. Voilà, et dans la foulée, 4 autres radios dans d'autres régions du Togo sont aussi concernées par la fermeture, mais elles semblent être oubliées par ceux qui défendent aujourd'hui la cause de LCF et City FM. Oui, c'est vrai, Océan FM, Sky FM et toutes ces radios qui sont aujourd'hui fermées pour non-renouvellement de dossier. Une pensée particulière à ces radios aussi qui emploient des personnes qui font un travail remarquable au niveau de l'intérieur du pays. C'est le lieu aussi, comme je l'ai dit tantôt, d'appeler la HAC à pouvoir accorder un moratoire à ces radios aussi pour voir ce qu'il y a lieu de faire.
conformément au dossier LCF, par exemple, où la HAC dit ne pas retrouver de traces du dossier LCF dans ses archives, il y a lieu de reconsidérer cette position, d'autant plus que LCF a brandi des documents officiels, des échanges épistolaires entre le groupe Sud Média et la HAC, et on a brandi également des documents ou des reçus d'achat d'appels d'offres, de dossiers d'appels d'offres plutôt. Et donc il y a lieu aujourd'hui de reconsidérer cette position pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc il faut que la HAC, dans une certaine mesure, essaye de s'asseoir avec ses promoteurs de radio, ses promoteurs de chaîne, pour étudier cas par cas ces dossiers et pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que la solution, ce n'est pas de fermer ou de retirer des fréquences à une chaîne de télévision ou à des radios, mais la solution, une fois encore, dans le respect de la liberté de la presse et dans le respect des canevas qu'on s'est fixés, dans le respect des missions et des charges que chaque individu a au niveau de son institution ou de son bureau. Le problème, c'est de pouvoir régler ces situations au cas par cas. Dans la foulée, plusieurs organisations de la société civile appellent à la manifestation, à des manifestations pacifiques les 14, 15, 16, 21, 22, 23 février prochains. Est-ce que cela ne risque pas de compliquer les choses? La voie diplomatique ne serait-elle pas privilégiée? Bon, je pense que par le passé, si vous écoutez les promoteurs de ces chaînes-là, ils ont privilégié la voie diplomatique. Il y a même eu des réunions entre la HAC d'une part et ses promoteurs de chaînes. C'est vrai que les organisations de presse aussi ont essayé de jouer à la médiation en privilégiant les discussions de couloir, mais tout cela a échoué et on ne sait pas pourquoi, même si de part et d'autre on a senti une volonté de pouvoir avancer. Et puis patatras, cette conférence de presse qui annonce la fermeture, et bon, on croyait que c'était quelque chose qui allait se résoudre, et puis finalement on se rend compte que c'est officiel et le groupe Sud Média s'est vu retirer ses fréquences par la HAC, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui relever avec la dernière rigueur, parce que on ne peut pas de cette manière la retirer des chaînes, enfin des fréquences à des chaînes. Et est-ce que cette marche là va envenimer la situation? Toujours est-il que la société joue son rôle de contre-pouvoir, on ne peut pas la lui refuser. La société civile est dans son rôle de contre-pouvoir, mettre la pression pour essayer d'obtenir quelque chose. Et ces dernières heures, vous avez vu la vague de réaction qu'il y a eu au niveau international par rapport à cette fermeture, parce que le fait de retirer déjà des fréquences à un média ou de fermer un média constitue une restriction de la liberté de la presse dans un pays. Et ces dernières années, le Togo a évolué, mais je m'étonne aujourd'hui que ces méthodes rétrogrades ont repris droit de cité chez nous, et donc toute la presse est unanime aujourd'hui pour condamner cette fermeture de cette chaîne. Il faut quand même accorder un moratoire à ces chaînes-là, il faut quand même s'entendre, il faut quand même essayer de faire privilégier et la raison et la sagesse pour que ce à quoi on a assisté par le passé et qui a failli dégénérer ne se reproduise plus dans notre pays. Voilà, vivement que la HAC revienne sur sa décision, et que toutes nos compassions à nos confrères de LCF et City FM qui sont en chômage technique. Vous revenez encore sur le cas de la société Entassé à la fin, une interrogation que vous posez. Vous parlez de curieuses retrouvailles. Qu'est-ce qui se passe, l'homme, avec la société Entassé? Bon, c'est une information ou une enquête que nous avons publiée il y a 2 semaines sur cette société au parcours un peu mitigé sur le continent. Et donc, la société a cru bon doucher nos ardeurs en ripostant à travers une conférence de presse en parlant de bilan de perspective, même s'ils n'ont pas directement réagi à notre article. Mais dans la foulée, on a vu toute la campagne de communication qui a été organisée autour de cette conférence de presse, où on a fait passer des chiffres, etc., des chiffres sur lesquels on revient, on ne comprend plus trop. Et donc tout cela symbolise aujourd'hui le flou qui entoure les activités de cette société, la capacité à communiquer de vrais chiffres aux autorités togolaises et à l'opinion. Pour preuve, dans l'enquête que nous avons publiée avec des éléments probants, vous allez voir des lettres, vous allez découvrir des lettres de résiliation de contrats dans ces pays justement, comme le Tchad, le Sénégal, le Congo, la Centrafrique, le Mali. Vous allez voir que tous ces pays se sont plaints de la façon dont Antaser gérait le bordereau électronique de suivi de cargaison. Mais on s'est retrouvé au finish dans une situation où il a fallu résilier le contrat d'Antaser dans ces pays. Et donc cette société qui a été chassée de ces pays africains se retrouve curieusement dans nos murs ici, et qu'on accueille à bras ouverts grâce à des manœuvres dont eux seuls détiennent le secret. Et donc par rapport à la gestion même de ce bordereau électronique de suivi de cargaison, il y a des plaintes au niveau du port autonome de Lomé, notamment des professionnels du domaine maritime qui essaient de dire à des gens que en fait c'est l'une des raisons qui fait déserter le port. La
gestion du BESC, du bordereau, c'est l'une des raisons qui fait déserter le port autonome de Lomé. Et donc aujourd'hui, suite à cette conférence de presse organisée où on a communiqué dans un premier temps le chiffre de 3 milliards aux médias pour revenir leur dire que non, c'est pas 3 milliards, maintenant c'est 2 milliards, tout ça, ça évoque le flou qui entoure ce dossier. Donc aujourd'hui, au regard des informations dont nous disposons, au regard de la réunion qui a eu lieu à Kara ce week-end, ou le week-end écoulé, nous sommes revenus sur cette information pour nous interroger d'abord sur une possible fin de cette société au Togo, notamment dans la gestion du bordereau électronique de suivi de cargaison. Parce que au niveau de la gestion même de ce bordereau-là, je vous informe qu'il y a deux systèmes. Il y a le système Ferry, la fiche électronique, il y a le système BESC, qui est le bordereau électronique de suivi de cargaison. Et donc dans cette publication, nous avons fait mention du vrai fonctionnement du bordereau électronique de suivi de cargaison. Et donc on reproche à la société Antaser de n'avoir pas suffisamment d'éléments pour faire la traçabilité des flux. Et il y a un certain nombre d'anomalies qu'on reproche à cette société-là. Et donc, on a appris que dans les prochains jours, c'est possible qu'elle fasse ses valises. Et donc, on attend de voir ce qui va se passer dans ce dossier. Mais toujours est-il que on a annoncé les couleurs dans cette parution. On est revenu de fond en comble sur cette affaire. Mais vous l'avez dit tantôt à leur dernière conférence, beaucoup se sont quand même félicités et ils sont en train de renflouer la caisse de l'État. C'est eux qui se sont félicités. En tout cas, bon, moi, les informations que j'ai eues, puisque ils ont choisi de ne pas nous inviter à cette conférence de presse, c'est un choix que je respecte totalement. C'est une action de communication. C'est eux seuls qui savent pourquoi ils l'ont fait. Moi, je me plains pas trop. Peut-être qu'on voulait faire passer un message qui a été réglé comme du papier à musique. On voulait faire comprendre aux gens ce qu'ils voulaient entendre et non être dérangés. Et donc, on a compris ça comme ça. Finalement, ils ne voulaient pas être dérangés, mais eux-mêmes se sont dérangés en annonçant des chiffres sur lesquels ils sont revenus. Et donc on prend acte de tout cela, mais au lieu de pouvoir communiquer, je pense qu'ils se sont fait plus mal en annonçant ainsi leur messe de requiem, parce que cette conférence de presse a fait plus de tort, a causé plus de tort à la société Antaser qu'elle n'en a réparé. Et donc on prend juste acte de cette conférence de presse là où ils ont essayé de donner des documents à la presse, à l'opinion, pour dire qu'ils sont les meilleurs, etc. Nous avons relevé le parcours de cette société, comment elle est née, comment est-ce qu'elle a quitté les pays, etc. Et parce qu'on se retrouve aussi dans une situation où il y a une société qui fait jurisprudence dans ce dossier. Vous vous rappelez de l'affaire Togo Électricité, qui a privatisé entre-temps dans notre pays la compagnie énergie électrique du Togo, ou une société qui a été renvoyée du Sénégal, à Dakar précisément, et qui s'est retrouvée dans nos murs, et qui a quand même essayé d'exploiter l'État en faisant une gestion opaque de la société. Et finalement, l'État a résilié le contrat et cette société privée a collé un procès à l'État togolais, d'abord dans un premier temps avec une condamnation de 40 milliards de francs CFA. L'État a relevé appel et la Cour d'appel a ajouté 1 milliard, donc on s'est retrouvé avec une facture de 41 milliards de francs CFA. Et donc tout ça aujourd'hui, ça ne fait pas bonne presse pour l'État togolais. Et donc on n'a plus aujourd'hui autorité à accueillir une société qui a été renvoyée ailleurs, qui a connu des malversations dans d'autres pays, ou qui n'a pas été bien accueillie du tout, ou qui a laissé des casseroles. Mais notre pays ne peut pas servir de cobaye tout le temps, alors que nous sommes en plein processus de réforme. Et donc on ne peut pas ramer à contre-courant de cette volonté du chef de l'État de pouvoir faire du port de Lomé un port de référence dans la sous-région. Et donc c'est ce qui se passe. Et le port aujourd'hui arpente une descente qui ne dit pas son nom, grâce notamment à la conjoncture internationale avec la chute du Naira, mais aussi avec cette gestion opaque qui entoure le bordereau électronique de suivi de cargaison. Voilà, autre sujet dans votre parution. Evelyne Taul quitte le groupe Ecobank. Et qu'est-ce qui explique ce départ? Bon, c'est vrai que dans l'article, le numéro 2 du groupe Ecobank n'a pas voulu trop commenter ce volet-là, pour qu'elle part, etc. Je pense que c'est un choix qu'elle a fait, mais on est revenu juste sur le portrait de la dame. On a essayé de relever son parcours, qu'est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle a géré et cette banque-là, où est-ce qu'elle va, ses perspectives d'avenir, etc. Donc c'est beaucoup plus ça qu'il faut retenir.
mais on pense au niveau de notre rédaction que le décès de son mari récemment, M. Tierney Bokartal, qui était le PDG du groupe Saber, la Société africaine de biocarburants et énergie renouvelable, est passé également par là. C'est vrai qu'elle ne le dit pas, mais c'est pas facile pour elle de pouvoir supporter le décès de son mari à cet âge aussi brusquement. Et donc, bon, voilà, elle a pris une décision personnelle et il faut quand même, nous la respectons aussi. Et donc, on rend quand même, on tire fière chandelle à Evelyne Tal, qui a quand même su se battre à la tête d'une institution comme le groupe Ecobank. Nous allons aborder la crise dans le secteur de l'éducation avec le groupe de travail mis en place par les autorités pour plancher sur le problème de ce secteur. Les négociations promettent-elles, va-t-on vers une résolution durable de la crise enfin avec la grève de la coordination des syndicats des enseignants du Togo qui observent une trêve? Oui, de toute évidence, on va aller vers une résolution de la crise. Il n'y a pas de crise qui perdure en fait. C'est-à-dire que il y a toujours une solution au problème et il faut s'entendre. Mais moi, je me suis réjoui du fait qu'on ait ouvert le cadre de discussion la dernière fois à la C7, à la coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Et donc, vous avez tout de suite vu que quand on a ouvert le cadre, ça a quand même essayé de dégonfler le ballon de baudruche pour qu'on puisse essayer d'une certaine manière de s'entendre sur l'essentiel. Et donc, on apprend qu'il y aura une assemblée générale synchronisée sur toute du territoire national ce week-end pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais toujours est-il qu'il y a un début de solution, il y a une volonté du gouvernement de pouvoir résoudre le problème et les responsables de la coordination l'ont compris également. Bon, maintenant, le problème là où ça achoppe, c'est les primes. Il va falloir que les syndicats aussi ne soient pas trop accrochés à cela parce que au niveau même de la structuration de leurs revendications, il ne faut pas qu'ils mettent les primes en avant pour faire croire à l'opinion, au gouvernement que c'est l'argent qui constitue le problème. Il faut d'abord mettre en avant les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent et il faut d'abord mettre en avant le statut particulier de l'enseignant. Mais on a l'impression aujourd'hui à l'allure où les revendications se tiennent que les gens sont plus accrochés aux primes qu'aux autres problèmes. Et donc c'est ça qu'il faut aussi relever et c'est ça qui est triste et on ne va pas tout le temps s'accrocher à l'argent parce que le statut particulier de l'enseignant résout beaucoup de problèmes et il va falloir qu'on puisse prioriser ce volet pour laisser de côté la question des primes auxquelles tiennent les enseignants. Et donc je pense quand même que pour l'avenir de la nation, pour l'avenir de l'éducation togolaise et pour l'avenir de nos enfants, il urge de pouvoir résoudre ce problème au plus tôt pour que nous puissions passer de belles fins d'année scolaire. Vous suivez l'émission Conduit DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer par rapport à l'actualité de la semaine. Nous recevons Elon Mathis Ogbe, directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. L'actualité politique de cette semaine, ce sont les consultations entamées par la commission de réflexion sur les réformes politiques, commission dirigée par Wanana Daboya. Cette commission était chez le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre dans la semaine. Que peut-on attendre de ces consultations, Elon Mathis Ogbe? Bon, je pense que le HCRUN est dans sa mission régalienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces consultations? Je pense que le calendrier des réformes est accroché au mur. Et le HCRUN a quand même pris du retard dans certaines choses. Il va falloir qu'on puisse aller maintenant vite parce que on ne note pas encore une volonté politique clairement affichée de pouvoir aboutir aux réformes consensuelles. Mais d'un côté aussi, on ne remarque pas au niveau de l'opposition une envie de pouvoir lâcher du lest sur la question de la limitation de mandat et du mode de scrutin. Donc si ces deux questions au niveau des réformes préoccupent plus qu'une réforme globale et généralisée de la Constitution ou des institutions, on va rester sur place, on va rester là à faire du surplace. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir, mais l'objectif, une fois encore, doit rester la République. Entre la République et le pouvoir, il y a une grande différence. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nos leaders de l'opposition sont plus focalisés sur la limitation de mandat, dans l'idée selon laquelle Faure Gnassingbé doit partir pour qu'on le remplace, que dans une logique selon laquelle il faut réviser globalement la Constitution ou qu'il faut aujourd'hui s'inscrire dans une logique de révision des institutions. Parce que les réformes institutionnelles sont d'abord importantes. Il y a un verrouillage institutionnel dont beaucoup parlent, oui, mais il faut aussi également rester dans cette logique de réforme globale des institutions. Mais aujourd'hui, au niveau de l'opposition, on ne fait que parler de la limitation de mandat et du mode de scrutin. Regardez, on note quelque chose. On est à un an des
des élections législatives. On a transformé certaines localités en préfectures, mais au niveau de l'opposition, on ne fait aucun débat sur la clé de répartition au niveau de ces préfectures. Agoué est devenu un temps une préfecture, on a d'autres préfectures, on a des sous-préfectures aussi, mais l'opposition a toujours relevé le fait que le fichier électoral n'a jamais été équitable en ce qui concerne la répartition équitable des sièges. Et donc, on se retrouve à 1 an ou à moins d'1 an des élections législatives, personne ne parle de ce débat, mais on va se retrouver peut-être à 2 mois ou à 1 mois des législatives et on va crier au loup en disant que oui, à Goué, on dit que c'est 5 sièges, on dit que Lomé s'est passé à 10 sièges, on n'est pas d'accord, alors que vous avez eu tout le temps. Regardez tout le temps que ça fait. Est-ce que vous entendez aujourd'hui quelqu'un parler de la répartition équitable des sièges? Personne n'en parle. Eux tous, ils sont là. Moi, c'est avec amertume que j'ai quand même observé ces échanges de courriers par rapport à des calendriers. Bon, est-ce que l'opinion a besoin de ça? Je sais pas, mais de toutes les façons, aujourd'hui, l'évidence, c'est qu'on se dirige vers des élections législatives et aucune formation politique ne pose clairement le débat sur la répartition équitable des sièges. À part le groupe des 6 qui parle de décentralisation, etc., qui essaye de trouver des voies et moyens. Le vrai débat aujourd'hui, je pense que c'est la répartition équitable des sièges. Sinon, on va se retrouver encore à 1 mois des élections à dire que oui, Lomé, on a eu 10 sièges, ça ne doit pas être le cas. À Tapamé, on a eu 3 sièges, etc. Alors que pendant tout ce temps, on n'a rien fait pour améliorer la situation. Jean-Pierre Fabre s'accroche à l'APG, il parle toujours de l'APG. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre une volonté manifeste du pouvoir peut-être de retarder les choses, un faux fuyant peut-être? Bon, vous savez, l'accord politique global, c'est vrai que ça contient beaucoup de choses et c'est parti de plusieurs recommandations, de plusieurs ententes. Mais aujourd'hui, d'un côté, on dit que l'accord politique global est caduc et parce qu'au niveau de l'UFC, on n'a plus les coups des franches par rapport à cet accord politique global. On a signé entre-temps un accord avec le pouvoir. On dit que le RPT est mort. Unir après la relève au niveau du CAR aujourd'hui qui est en activité. Et donc, c'est vrai qu'au niveau de l'APG, il y a eu certaines réformes qui ont été mises en œuvre. Mais il y a le reliquat. Le reliquat est très important. Donc, c'est le reliquat que revendique aujourd'hui la classe politique de l'opposition. Et donc, il y a aussi aujourd'hui une nécessité de pouvoir aller aussi vers la mise en œuvre de ce reliquat. Et de pouvoir aller aussi vers la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il faut marquer tout de suite la volonté politique de pouvoir aller de l'avant pour mettre en œuvre, d'une part, le reliquat de l'accord politique global et d'autre part, le rapport final de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Encore quelques minutes à passer dans cette émission. Un mot sport. Les rideaux sont tombés sur la CAN Gabon Total 2017. Le Togo a été éliminé au premier tour de cette compétition. Le budget était estimé à 5 milliards. Vous revenez sur l'organisation de cette CAN. Combien cela nous a coûté, l'homme? 197 milliards, si ma mémoire est bonne, au niveau du Gabon. C'est les chiffres, 192 milliards, voilà. C'est ce que le Gabon a investi par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même une fortune par rapport à ce pays-là. C'est vrai qu'ils sont plus ou moins flexibles au niveau de leur budget et qu'il y a une liquidité. On sent quand même que le pays financièrement tient. Mais on s'interroge aussi sur les chiffres parce que le football seul, lors d'une organisation d'une CAN en 2 semaines, coûte 192 milliards de francs CFA à un État. Il va falloir s'interroger. Vous avez vu tout le désintéressement que les Gabonais ont affiché vis-à-vis de cette CAN. Les gens souhaitaient même que leur équipe soit éliminée au premier tour, ce qui a été fait d'ailleurs. Et donc on n'a pas trop compris. Ça veut dire que politiquement, le pays ne se porte pas bien. Le pays est instable sur le plan politique. Il y a eu quand même une implication personnelle du chef de l'État à des niveaux donnés pour que cette CAN se joue finalement sur le territoire gabonais. On a vu aussi un certain Issa Yatou qui s'est battu sur tous les fronts pour que cette CAN tienne toutes ces promesses. Mais aujourd'hui, au niveau du continent, il y a lieu de s'interroger sur ces montants astronomiques et qu'on dépense par rapport à des organisations de dernière minute, parce que vous avez vu que au niveau de certains stades, au niveau de certaines villes, tout n'était pas au point. Il y a beaucoup de choses à revoir. Par exemple, vous prenez Oyem, vous prenez le stade, les alentours du stade ne sont pas prêts, etc. La pelouse était prête. Vous avez vu aussi qu'il y a des pelouses au niveau de Port-Gentil qui ressemblaient à des champs de patates où les gens se blessaient à tout va. Donc tout ça aujourd'hui, c'est une précipitation qui a entouré cette organisation-là. Il fallait quand même tenir cette CAN. Issa Yatou, l'empereur, comment on l'appelle au niveau du football continental, du football au
au niveau du plan africain, a quand même essayé de trouver son ami pour qu'on puisse régler rapidement ce problème, ce qui a été fait. Et donc nous avons quand même trouvé ça curieux et nous avons relevé ça dans notre parution. Voilà, à notre niveau, pour la participation du Togo, je crois que les choses n'ont pas été également bien faites. On parle tantôt du président Faure qui serait furieux et qui aurait demandé à auditionner Guy Akpovi et Guy Madje Lorenzo. Vous avez l'information? Bon, je n'en sais pas plus que ce qui se dit dans la presse. C'est vrai que j'ai lu les confrères, etc. Mais bon, de toutes les façons, cette participation togolaise à la CAN 2017, sur le plan des primes, je pense quand même que ça a été réglé. Maintenant, sur le plan de la prestation des éperviers, sur le plan de l'organisation, il y a beaucoup de choses que les gens ont relevées, notamment le fait qu'il y a une société qui s'appelle Radar, que moi je ne connais pas personnellement, qui a assuré la restauration des gens avec beaucoup de retard dans l'organisation. Les navettes au niveau d'OIM, Libreville, Port-Gentil, les navettes qui arrivaient en retard, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais moi, je m'en tiens beaucoup plus à ce qui a été fait sur le terrain, au jeu qui a été joué. Et puis moi personnellement, je ne suis pas entraîneur de football, mais l'observation que je fais, c'est que au niveau de notre entraîneur, on aurait pu mieux faire. C'est-à-dire que Claude Leroy, présent sur le continent depuis 9 ans, aurait pu nous servir en football moderne plutôt que de faire jouer des milieux en défense et plutôt que de faire jouer des gens à des postes qui n'en valaient pas la peine. Et donc on n'était pas allé à la CAN pour faire plaisir à des gens, on était allé pour jouer, et on ne peut pas faire jouer des milieux de formation en défense et faire jouer les défenseurs, faire jouer des défenseurs en milieu, etc. Alors qu'on a la possibilité de mettre des défenseurs que nous avons alignés sur le banc, que nous avons mis sur le banc, sur le terrain. Et donc tout ça aujourd'hui laisse une déception, une grosse déception pour le football. Et donc à cette allure, si Claude Leroy doit pouvoir faire à sa tête et aligner qui il veut à la place qu'il veut, je pense qu'on se dirige droit dans le mur. C'est vrai que l'entraîneur, il a dit qu'il sera le seul responsable de l'échec de l'équipe. Et donc aujourd'hui, tout repose sur sa tête, tout retombe sur sa tête. Il n'a même pas la capacité de pouvoir dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc il va falloir qu'on puisse revoir les choses à ce niveau-là pour que les prochaines participations soient meilleures. Et déjà qu'en juin, on va entamer les éliminatoires pour la CAN 2019. Il va falloir qu'on puisse aller très très vite parce que le groupe là est aussi relevé. Vous avez vu le jeu qu'a développé l'Algérie lors de la CAN 2017. Et on joue l'Algérie, ce ne sera pas facile. Et il va falloir qu'on puisse aller vite et se préparer pour que nous ayons des lendemains meilleurs au niveau du football togolais. Voilà, quand du DP s'achève ainsi. Lomati Sogbe, directeur de publication du journal Nouvelle Tribune, merci d'être passé. Cette mission sera rediffusée dimanche à 11h. Vous pouvez le suivre aussi en écoute libre sur YouTube en tapant Coin du DP-RCJ. Je suis René Amoto. Bon début de week-end à tous. Au revoir. C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation de mandat et le mot de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique. Donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offre donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous
vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.